Alors merci, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Vous allez entendre mon accent québécois tout le long de la présentation. J'espère que ce sera compréhensible pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais ça ne l'est pas. Je m'excuse à l'avance aussi, je parle très vite, j'ai toujours tendance à préparer trop de choses, puis là, je sais que je n'arriverai pas à tout vous dire, donc il se peut que je passe un peu rapidement sur certaines pages de la présentation. J'aimerais d'abord, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée au Québec, mais je veux d'abord remercier des collaborateurs que vous voyez à l'écran, dont Violaine, premièrement de m'avoir invitée, mais aussi d'avoir travaillé avec moi sur les données que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi Elisabeth Fortin-Langelier qui est ici dans la salle aujourd'hui, qui offre un atelier demain sur les grossesses à l'adolescence en situation après un abus sexuel. Donc, si ça vous intéresse plus, vous pouvez aller à son atelier demain, avec qui je collabore aussi sur ces données-là, avec ces données. Donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais y aller un peu rapidement. Je suis certaine que vous connaissez déjà tout ce que j'ai sur cette première acétate. Première chose, c'est qu'on sait, je vais me tasser pour voir l'écran, que l'agression sexuelle, l'abus sexuel en enfance est associé à un ensemble de conséquences au niveau de la santé mentale chez les enfants, les adolescents. Ça, c'est déjà bien documenté. Il y a aussi de plus en plus d'études qui indiquent que l'abus sexuel en enfance est associé aussi à des conséquences au niveau de la santé physique, mais surtout chez les adultes qu'on a bien documenté. Pour ceux d'entre vous et celles qui connaissent la grande étude américaine, l'Adverse Childhood Experience Study, qui a documenté dans les années 80, publié à la fin des années 80, des études qui démontraient qu'un ensemble de facteurs, d'événements de vie adverses durant l'enfance, incluant l'abus sexuel, lorsqu'il s'accumulait, était associé à une plus grande proportion de troubles de santé physique à l'âge adulte, notamment les premières causes de mortalité chez les adultes américains. Mais on connaît peu, donc je vous en reparlerai tout de suite après, les conséquences sur les enfants donc de l'abus sexuel au niveau de la santé physique des enfants et des adolescents. On en connaît plus au niveau des adultes. Et il y a certains aspects aussi de la santé mentale des enfants abusés qui n'ont pas ou peu été documentés jusqu'à aujourd'hui, notamment l'association entre l'abus et les troubles mentaux graves comme les troubles psychotiques. Et quand même, on a quelques études, je vous les laisse à l'écran, je ne vais pas toutes les détailler, auprès des enfants, des adolescents, qui commencent à nous illustrer qui nous donnent certaines indications que la santé physique est affectée, notamment une étude québécoise, mais là, seulement auprès de jeunes abusés, donc sans groupe de comparaison. Puis là, je m'excuse, mais toutes mes explications sont très méthodologiques. Donc, ces études ont des lacunes méthodologiques importantes. Donc, parfois, il n'y a pas de groupe de comparaison. Parfois, on s'intéresse surtout aux filles, aux adolescentes et pas aux garçons, aux adolescents. Parfois, comme le point 5 que vous voyez à l'écran, parfois ce sont, le point 6, parfois ce sont des adolescentes de groupes de populations spécifiques comme celles qui sont impliquées dans le système judiciaire parce qu'elles ont commis des délits ou des crimes. Et parfois, on documente la maltraitance plus généralement et pas spécifiquement l'abus sexuel. Donc, ces études nous donnent certaines pistes qui nous indiquent que la santé physique est affectée dès l'enfance et l'adolescence, mais en raison de leurs lacunes, on a besoin de mener davantage d'études pour confirmer ces hypothèses-là qu'on a. Au niveau de la santé physique, un des modèles, est-ce qu'on le voit quand même? On ne le voit pas si bien à l'écran, mais un des modèles qui nous inspire est un qui a été proposé par Miller-Chen et Parker, qui suppose que le stress à l'enfance, et donc là encore pas spécifique à l'abus sexuel, va entraîner, ils essaient d'expliquer en fait les maladies physiques qu'on observe à l'âge adulte, toutes sortes de maladies chroniques, par certains mécanismes qui interviennent entre les deux, donc en métaux, on appelle ça des médiateurs, donc les médiateurs notamment par une altération du milieu hormonal, entre autres, mais aussi, vous voyez dans le cercle jaune en bas, une altération de certains comportements et certaines caractéristiques psychologiques des jeunes. Donc, c'est le modèle qui va m'inspirer pour le reste de la présentation aujourd'hui et notamment les aspects, on va vouloir tester certains aspects de ce modèle-là pour expliquer, dans le fond, de quelle manière l'abus sexuel est lié aux problèmes de santé physique qu'on observe chez les enfants et les adolescents. Il faut d'abord commencer par les observer, ces conséquences-là au niveau de la santé physique. Donc, la première hypothèse qu'on a voulu tester était celle que les filles et les garçons abusés sexuellement présenteront plus de problèmes de santé physique et de santé mentale, notamment les troubles mentaux graves, que leurs pairs de la population générale. Donc, pour ce faire, on a besoin d'avoir un groupe d'enfants qui ont vécu des abus sexuels, puis un groupe d'enfants
là, j'allais dire qui n'en ont pas vécu, mais dans notre cas, c'est des enfants de la population générale, donc pour qui on sait qu'il n'y a pas eu d'abus fondés, mais il pourrait y en avoir eu qui n'ont pas été déclarés ou qui n'ont pas été dévoilés. Mais donc, on compare à la population générale. Et notre deuxième hypothèse est plus liée, dans le fond, au médiateur dont je vous parlais, donc que l'abus sexuel à l'enfance va entraîner des conséquences sur la santé physique, d'une part ou en partie par l'entremise des effets sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire par là quand je vais vous présenter les résultats. Je ne vais pas trop vite, ça va? Je sais que ça se peut que j'aille trop vite, mais ça va être ça quand même. Je suis désolée. Je vais vous décrire la méthode quand même assez en détail, au cas où quelqu'un dans la salle serait intéressé à reproduire des études comme ça en France ou ailleurs, en Europe. Vraiment, je serais très intéressée si il y avait des collaborations comme ça qui se développaient. Les données sont quand même, on les a obtenues au Québec, c'était quand même difficile d'aller les chercher, mais donc je vous décris comment on s'y est pris. D'abord, on sait que les données existent. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin faisait allusion au fait qu'on ne sait pas toujours pourquoi les enfants sont pris en charge en protection de l'enfance en France. Donc, si c'est le cas, ça pourrait être un problème pour mener ce genre d'études. Au Québec, on connaît toujours les motifs de prise en charge. Donc, est-ce que l'enfant est pris en charge parce qu'il a subi un abus sexuel? Donc, on le sait. Ce qu'on est allé faire, c'est l'étude est une étude pilote, c'est-à-dire qu'on est allé dans un centre de protection, dans un centre jeunesse qu'on appelait à l'époque, avant la réforme de la santé qu'on a eue au Québec, dans la capitale nationale, donc la région de la ville de Québec, qui est quand même une petite population. Et on est allé documenter, extrait des registres, tous les signalements d'abus sexuels qui avaient été jugés fondés sur une période de 10 ans, donc entre 2001 et 2010. On en avait 955, la pastille rouge que vous voyez à l'écran, signalements qui ont été jugés fondés. Donc, il y avait plus de signalements, il y avait 955 enfants qui ont eu un signalement jugé fondé. Et on a demandé au centre jeunesse de transmettre toutes les informations nominatives de ces enfants-là à la Régie de l'assurance maladie du Québec. On a un système d'assurance gratuit public au Québec et donc les enfants, les adolescents peuvent consulter gratuitement un médecin ou les hospitalisations sont gratuites également. Et on a les données de toutes ces hospitalisations et ces services externes. Lorsqu'il y a une consultation médicale et donc tous les diagnostics associés avec ces consultations. Donc, on leur a demandé de retrouver ces enfants-là dans leur banque de données. Ça n'a pas toujours été possible. Donc, du moment où il y avait une petite différence, par exemple, moi, je m'appelle Isabelle Daigneault, j'ai une collègue à Montréal qui s'appelle aussi Isabelle Daigneault, mais son nom de famille s'écrit sans E. AULT au lieu de AULT. Donc, on est deux personnes différentes, la RAMQ. Donc, on considère que du moment où il y a une petite différence dans les informations, on ne peut pas faire de jumelage. Donc, ils ont besoin d'un jumelage parfait. Donc, là, dans certains cas, 73 cas, on n'a pas eu de jumelage. On avait quand même 882 enfants qui ont été retrouvés dans les registres pour lesquels on pouvait avoir accès à toutes les informations de leurs dossiers médicaux. On leur a aussi demandé de créer une banque, un groupe de comparaison. Donc, pour chaque enfant abusé sexuellement, qu'on a retrouvé dans les données de la Régie de l'assurance maladie, on leur a demandé d'apparier un autre enfant qui avait le même genre attribué à la naissance, qui était né le même mois, la même année, qui vivait dans la même région, donc du centre jeunesse de la Ville de Québec, au moment du signalement des faits d'abus sexuels pour l'enfant du groupe d'enfants abusés, et également qui avait un niveau socio-économique, un proxy niveau socio-économique similaire. Je n'entrerai pas dans les détails là-dedans, ça va être trop compliqué, mais disons, on avait comme un proxy pour le niveau socio-économique des enfants à ce moment-là, donc à cette année-là. Et donc, on a ces deux groupes d'enfants et la Régie de l'assurance maladie nous a envoyé par la suite, dénominalisé complètement, toutes les informations de santé pour ces deux groupes depuis 1996 jusqu'à 1996, c'est l'année où on commence à avoir des données fiables et bien entrées dans les registres, et jusqu'à 2013, l'année où on a extrait les données de santé. Et donc, on peut... bon, ça a été compliqué, je vous passe les détails de ça, d'obtenir les données d'abord, mais ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a calculé pour chacune des années post-signalement, donc pour les 12 mois qui suivent le signalement d'un enfant donné, est-ce que cet enfant-là a, oui ou non, consulté son médecin ou est hospitalisé au moins une fois pour un problème de santé physique d'une part ou pour un problème de santé mentale d'autre part? Et après ça, on a fait d'autres analyses dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, les premiers résultats que je vais vous présenter, c'est des comparaisons des taux d'incidence annuels quand on a pari les deux enfants un à un, donc du même âge, du même genre et du même niveau socio-économique, de la même région. Et on peut les comparer pendant une dizaine d'années post-signalement pour une bonne partie des enfants, pas tous. Vous comprendrez que ceux qui ont eu un signalement en 2010, par exemple,
entrent dans l'étude en 2010, donc on les suit pendant seulement 3 ans jusqu'en 2013, alors que ceux qui entrent en 2001, on les suit pendant 13 ans. Et donc, bref, vous allez voir les résultats. Je ne vais pas trop en détail pour le temps que j'ai. Je ne vais pas aussi vous donner tous les détails là-dessus, mais si jamais vous êtes intéressé, là, je peux vous envoyer le PDF là, de la présentation sans problème. Je me demande s'il ne serait pas d'ailleurs sur le site où il va être disponible pour les gens. Mais tout simplement pour dire que l'âge des participants à l'entrée dans l'étude, pour nous, c'est la date du signalement qui a été jugé fondé. Donc, c'était en moyenne 11 ans. Vous comprenez qu'il y a une variabilité, ça varie de 1 à 17. Donc, à la fin de l'étude en 2013, à la fin de l'extraction des données, les enfants étaient des jeunes adultes en moyenne autour de 20 ans. Et le 3/4 de l'échantillon, comme vous ne serez pas surpris aussi de l'apprendre, étaient des filles. Donc, ça représente ce qu'on observe, nous, dans les centres jeunesse en général, là, 3 filles pour un garçon qui ont des signalements d'abus sexuels. Premier résultat, donc, c'est superbe tableau de données d'incidence annuelle. J'ai été très genrée dans mes couleurs. Là. Les rouges et les roses sont les filles, les bleus foncés et pâles sont les garçons, juste pour vous faciliter la tâche. Donc, les lignes foncées sont les deux groupes d'enfants abusés sexuellement. Filles et garçons, les 2 lignes plus pâles sont ceux de la population générale. Donc ici, pour la santé physique, consultation externe, vous allez voir les hospitalisations tout de suite après. On voit, dans le fond, ce qui est important de noter, c'est que les filles ont en moyenne, là, les 2 groupes de filles, plus de consultations que les garçons. Ce qui ressort quand on fait les analyses, donc quand on met garçons et filles ensemble abusés sexuellement comparé à ceux et celles de la population générale, on voit qu'il y a 20% plus de consultations pour des services liés à la santé physique des enfants, des garçons et filles abusés sexuellement comparés à ceux de la population générale. Et lorsqu'on peut comparer les filles et les garçons du groupe de jeunes abusés sexuellement seulement pour les 5 premières années, et donc pour les 5 premières années post-signalement, on voit que ce sont les filles qui ont plus de consultations. Les filles abusées sexuellement consultent plus que les garçons abusés sexuellement, de 20% à 120% plus, souvent selon l'année, selon une des 5 années post-signalement. Il y a d'autres résultats, mais c'est les 2 plus importants, je trouve. Donc, pour les hospitalisations, le portrait est un petit peu plus chaotique, mais quand on sépare les garçons des filles, les 2 groupes de jeunes, garçons et filles abusés sexuellement, sont hospitalisés 60% plus fréquemment pour des troubles de santé physique, jusqu'à 10 ans suivant le signalement d'abus sexuels. Et quand on compare les garçons et les filles, là, les taux d'hospitalisation sont similaires quand on compare les garçons et les filles abusés sexuellement. Pour la santé mentale, les résultats un peu inhabituels, ce qu'on trouve généralement dans la littérature en général, pas en abus sexuels, c'est que les femmes consultent plus en santé mentale que les hommes. Ici, ce qu'on a constaté, c'est que les garçons, la ligne bleue foncée, les garçons abusés sexuellement consultent plus que les filles. Là, il faut se rappeler, dans le fond, que l'enfant va consulter son médecin, donc peut-être qu'il n'arrive pas dans le cabinet de son médecin en disant « j'ai un problème de santé mentale », mais la conclusion ou le diagnostic du médecin à la fin de la rencontre est lié davantage à un problème de santé mentale quand c'est un garçon qui consulte qu'une fille. Si on met les garçons abusés et les filles ensemble et qu'on les compare à ceux de la population générale, le point 3, là, vous voyez, le point 2, 90 à 450% plus de consultation externe pour des problèmes de santé mentale dans ce groupe. Donc, vous n'êtes pas surpris non plus, c'est des données. Ça c'est le résultat un petit peu moins étonnant qu'on connaît bien. Les taux d'incidence plus élevés se maintiennent 10 ans après le signalement. Bien qu'on voit une certaine diminution des consultations chez les jeunes abusés sexuellement, alors qu'ils restent stables dans la population générale, ils sont toujours plus élevés après 10 ans, même presque 2 fois plus élevés, 2 fois plus de consultations pour des problèmes de santé mentale. Les hospitalisations. Encore, le portrait est un petit peu plus complexe, mais disons que le résultat le plus important à retenir de ça, c'est que quand on met les garçons et les filles abusés sexuellement ensemble, qu'on les compare à la population générale, il y a 400% plus d'hospitalisation, donc on pourrait supposer des troubles mentaux vraiment plus sévères que ceux qu'on voyait en consultation externe, pendant les 10 années qui vont suivre le signalement d'abus sexuels, donc entre 11 ans et 20 ans, chez ces jeunes. Est-ce que je dépasse? Il me reste plus que 5 minutes? Ah, c'est bon. J'ai sauté plein de choses.
Maintenant, ce qui nous intéresse, ça c'est assez général, hein, donc c'était une des lacunes des études antérieures d'avoir regardé la santé de manière assez globale. On s'est intéressé à des troubles un petit peu plus spécifiques. Vous m'excuserez le graphique chargé de chiffres. Les chiffres ne sont pas importants, je vais vous dire ce qu'il est. On a donc publié quelques études récemment, une première en 2019 qui vient tout juste d'être publiée là, dans Child Abuse and Neglect, où on voyait que, spécifiquement pour les maladies infectieuses, donc on le voyait un petit peu comme un indicateur, un indicateur du dysfonctionnement du système immunitaire, donc d'une inflammation, et l'hypothèse du modèle de Miller-Chen et Parker que je vous ai présenté tout à l'heure nous disait qu'on devrait observer plus de maladies infectieuses chez les enfants abusés sexuellement, évidemment qui ne sont pas liées à l'abus comme tel. On ne parle pas d'infections transmises sexuellement directement en lien avec l'abus, c'est vraiment toutes sortes d'autres maladies infectieuses qui surviennent après. Et donc, on voit de 21 à 98 plus de consultations externes ou d'hospitalisation pour des maladies infectieuses chez les jeunes abusés, ce qui nous indique déjà rapidement après l'abus qu'il y a un dysfonctionnement du système immunitaire qui est en place, ou du moins en tout cas qui nécessite vraiment plus de consultations d'hospitalisation. Et notre hypothèse était, on voulait tester trois catégories de problèmes de santé mentale, TSPT étant le trouble de stress post-traumatique, tout l'ensemble des troubles anxieux, puis l'ensemble des troubles non anxieux. Et ce qu'on a observé dans les résultats, c'était que l'hypothèse de Miller-Chen et Parker, notamment que certains comportements ou certains problèmes psychologiques expliquaient la survenue des maladies infectieuses, c'est confirmé, c'est-à-dire que l'abus, c'est parce que les enfants abusés sexuellement dans notre échantillon vivent plus de troubles anxieux qu'ils ont plus de maladies infectieuses pour la suite. Puis là, j'attire votre attention sur la rigueur de notre étude, sans vouloir me vanter, mais la plupart des études sont transversales, c'est-à-dire c'est mesuré à un seul moment ou rétrospectif, les gens rapportent dans le passé. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on suit à chaque minute, bien, à chaque jour, est-ce que les enfants ont consulté leur médecin, ont eu un diagnostic, etc. Et donc, on contrôle pour, disons qu'un enfant est signalé en 2001, on contrôle pour tout ce qui survient dans sa vie avant 2001, donc de 1996 à 2001, tous les diagnostics, toutes les consultations qu'il a eues, donc tous les enfants qui auraient peut-être une plus grande propension à avoir des maladies infectieuses pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à l'abus sexuel. On a comme contrôlé ça statistiquement dans les analyses, ce qui n'a jamais été fait dans une étude auparavant. On a aussi documenté donc, quand est-ce qu'un premier trouble survient après l'abus sexuel, et donc seulement les maladies infectieuses qui surviennent après ce premier trouble qui a été diagnostiqué là. Hein. Donc, on voit vraiment que dans le temps, on ne peut pas dire que c'est une cause, parce que ce n'est pas une étude expérimentale, ce n'est pas possible d'en faire en abus sexuel, comme vous vous en doutez, mais on s'approche un petit peu plus d'être capable de vraiment conclure que l'abus sexuel cause les troubles anxieux et les maladies infectieuses chez ces jeunes-là, et que c'est parce qu'ils sont plus anxieux qu'ils développent plus de maladies infectieuses. Ça va dessus? Un autre résultat, moi, qui m'intéressait beaucoup, on s'éloigne un petit peu des troubles de santé physique, mais je vous disais qu'on avait peu documenté les troubles mentaux graves chez les enfants, les adolescents, un trouble comme les troubles psychotiques, la schizophrénie, qui ont longtemps été considérés comme étant surtout génétiquement déterminés. De plus en plus dans la littérature, on voit que les événements de vie adverse dans l'enfance, dont l'abus sexuel, sont des facteurs de risque vraiment importants. Ici, vous voyez deux études là, qui ont été publiées récemment. Une sous presse là, et une qui a été publiée en 2018, avec nos résultats, on démontrait que les jeunes abusés sexuellement avaient un risque 10 fois accru de développer un trouble psychotique dans les 10 années qui suivent le signalement d'abus sexuels. Et ça, c'est rapide parce que, comme vous le savez peut-être, là, les troubles psychotiques surviennent en général au début de l'âge adulte, là, un petit peu peut-être après le moment où nous, on les voyait jusqu'à 20 ans. Donc, ça survient en général un petit peu plus tard ou autour de ces âges-là. Et donc, on voit déjà une fréquence 10 fois accrue et un risque accru de survenue précoce aussi. Donc, on a des diagnostics, là, même autour de 10 ans, pour les enfants abusés sexuellement qui ont des troubles psychotiques de manière très précoce. Un dernier trouble spécifique donc, qu'on voulait regarder, que je vous rapporte maintenant, qu'on a publié aussi récemment, c'est celui lié aux problèmes on avait regardé les problèmes génitaux urinaires, et donc dans une première étude, on voyait que les enfants, garçons et filles abusés sexuellement, donc rapportent davantage de problèmes génitaux urinaires, 40 à 100% plus souvent que ceux de la population générale, donc garçons et filles. Et on avait une autre hypothèse que c'était que, disons, l'accumulation
de différents troubles psychologiques allaient expliquer cette survenue, toujours suivant le modèle de Miller-Chen et Parker. Et là, on n'a pas regardé les 3 catégories, là, TSPT, anxieux, non anxieux, comme tout à l'heure. On a tous les troubles, toutes les catégories ensemble. Et donc, chaque fois qu'un enfant avait un diagnostic dans une catégorie différente, il avait un score là, de 1 de plus à l'échelle. Donc, plus grande était la comorbidité psychiatrique de différents troubles et plus grande était la probabilité de développer des problèmes génito-urinaires par la suite. Et encore là, divisé dans le temps, c'est-à-dire qu'on pouvait prédire dans le temps plus tard quand il y avait cette comorbidité plus grande-là. Et donc, l'abus sexuel entraîne une plus grande comorbidité psychiatrique chez les enfants qui, par la suite, mène à davantage aussi de problèmes de santé, là, spécifiquement les problèmes génito-urinaires chez les filles et les garçons. Je vous le rappelle, un quart des participants de cette étude-là étaient des garçons, ce qui est aussi plutôt rare dans les études en abus sexuels. Conclusion, donc, je peux y aller lentement ou il faut que j'y aille rapidement? D'abord, c'est assez simple, les conséquences sur la santé physique et mentale des enfants est affectée. Il y a des conséquences rapidement après la survenue de l'abus sexuel, après le signalement d'un abus sexuel, ce qui va entraîner un risque accru d'hospitalisation de consultation externe chez ces gens-là jusqu'à 10 ans après le signalement de l'abus, jusqu'au début de l'âge adulte. On voit certaines différences entre les garçons et les filles abusés. Donc, les garçons, du moins dans la perspective du médecin qui consulte, présentent davantage de problèmes de santé mentale après un abus sexuel que les filles. C'est pas dire que les filles n'en présentent pas, évidemment. Et les filles, elles, présentent davantage de problèmes de santé physique que les garçons. Et c'est pas dire que les garçons n'en présentent pas non plus. Mais on voit une différence, le garçon-fille. Donc, ce que ça nous dit, et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais la prévention de l'abus sexuel, clairement, pourrait contribuer à diminuer les problèmes de santé physique et mentaux des enfants, et particulièrement les problèmes plus graves qui nécessitent des hospitalisations pour lesquels on avait des taux de risque vraiment plus élevés que pour les consultations en externe, donc les troubles plus sévères aussi. Et une des choses je me demande toujours comment faire des recommandations là, pour les médecins quand on voit ça. Donc, une des choses, il y a comme toute une controverse sur la manière d'aller documenter les abus chez les enfants. Tout le monde ne s'entend pas sur la manière dont on devrait s'y prendre, qu'est-ce qui est efficace, est-ce que les enfants vont nous répondre, oui ou non, quand on leur pose la question ou pas. Mais une des choses qu'on sait, c'est que du moment où on sait qu'un enfant a vécu un abus sexuel, certainement, il faut adapter notre intervention avec ça en tête. Donc, on sait que le système immunitaire est affecté, qu'ils vont consulter plus fréquemment et que si on n'intervient pas sur les troubles anxieux et la comorbidité psychiatrique, ces enfants vont avoir une chronicité de troubles physiques jusqu'à écourter leur espérance de vie. Donc, c'est ce qu'on trouvait dans les études de l'Adverse Childhood Experience Study. Les adultes, par la suite, vont décéder plus tôt parce que ces troubles physiques-là sont certaines causes de mortalité dans la population. Et donc, la prévention est vraiment importante, clairement, tant au niveau de la prévention de l'abus sexuel que de la prévention des troubles qui vont survenir après. Quelques projets futurs, si certaines personnes sont intéressées. Donc, on aimerait bien élargir, je vous en parle de cette étude comme d'une étude pilote. Là, les gens trouvent qu'il y a beaucoup de participants, c'est une grosse étude, mais dans ma tête, pas tant, parce qu'il y a beaucoup de... Les troubles psychotiques, par exemple, ont tellement de prévalence faible, une occurrence faible dans la population qu'il y a certaines analyses qu'on ne peut pas faire jusqu'à maintenant. Il y a des hypothèses qu'on ne peut pas tester, donc on devrait avoir des échantillons plus grands. Donc, on voudrait élargir à tous les centres jeunesse du Québec, à toutes les problématiques de prise en charge aussi, parce que vous le savez que l'abus sexuel co-occure fréquemment avec d'autres formes de maltraitance. Donc, on veut voir comment ces différentes formes de maltraitance-là interagissent entre elles pour affecter la santé physique et mentale. Éventuellement, avoir des données pan-canadiennes, internationales, si on arrive. La France a un système aussi de santé accessible et gratuit. Peut-être qu'il serait possible d'aller documenter les données que vous avez et les utiliser pour faire des études. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire des liens. On vient de commencer à le faire, mais de faire des liens entre les données de la protection de la jeunesse et les données de santé. Donc, voir comment les services en protection de la jeunesse sont liés à des améliorations ou pas de la santé physique et mentale des jeunes une fois qu'ils sont pris en charge en protection de la jeunesse. Donc, on commence à le faire. Et d'aller au-delà des données administratives. Elles ont beaucoup de limites que je pourrais énumérer, mais il y en a beaucoup, là, notamment dans la population générale. On ne sait pas si les enfants de la population générale ont subi de la violence sexuelle. On le suppose qu'il y en a qui en ont vécu sans que ce soit signalé, jugé, fondé, etc. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas été signalé, jugé, fondé dans la période de l'étude, dans le centre jeunesse où on a fait l'étude, mais
Bref, donc il y a toutes sortes de limites, mais donc ce qu'on aimerait, la prochaine étape, c'est d'aller recruter d'un plus grand échantillon donc de données administratives, mais aussi d'aller demander l'autorisation à la Régie de l'assurance maladie et la Commission d'accès à l'information au Québec pour contacter ces jeunes-là, une fois devenus adultes, et là, les rencontrer puis aller évaluer des choses qu'on ne peut pas évaluer avec les données médicales parce que c'est tout simplement pas documenté dans les dossiers médicaux, et donc aller mieux comprendre les trajectoires de résilience et de santé de ces jeunes une fois devenus adultes. C'est tout. Je vous remercie.